Donc, alors, nous allons donner la parole au docteur Fernandez Emmanuel. Donc, le professeur Fernandez va vous présenter un travail sur la représentation du corps, structure de perception et décision. Avec votre permission, je vais la présenter. D'abord, je tiens vraiment à vous faire part de ma sincère reconnaissance pour la qualité d'accueil dont nous pouvons bénéficier. J'ai entendu des propos de joie pour les personnes qui se retrouvaient. Moi, je tiens à vous présenter en tout cas la joie que j'ai à vous découvrir pour cette première venue en Algérie. Je ne peux que remercier énormément Madame la professeure Néphile, Monsieur During, pour la possibilité qui m'est offerte, en tout cas, de venir vous présenter l'ensemble des travaux, une partie, devrais-je dire, du travail sur lequel je tente de m'employer et d'approfondir quotidiennement. Alors moi, je suis enseignant au STAPS à Amiens, donc pour l'Université de Picardie. Amiens est une ville qui se situe à environ 120 km au nord de Paris, pour que vous puissiez situer plus facilement. Je suis un entraîneur de natation également et je m'occupe de la formation des entraîneurs de natation au sein du STAPS. L'ensemble de ce travail nourrit une partie de la formation des futurs entraîneurs et ça, je tenais absolument à vous faire part de cette information. Et je suis responsable du parcours de formation, donc de l'ensemble de la formation des étudiants qui s'investissent en éducation et motricité, c'est-à-dire l'ensemble des étudiants qui vont s'apprêter à devenir professeurs de PS ou professeurs des écoles. Voilà. J'ai modifié également mon introduction ce matin en écoutant l'ensemble des intervenants. Je retiens surtout par rapport à ce matin un échange parmi des personnes d'entre vous qui ont attiré mon attention sur le vif intérêt qui les anime en qualité d'entraîneur, sur le fait de parler des intuitions des entraîneurs. Donc je vais essayer à travers ce propos de faire écho à cette préoccupation qui émane du terrain, rencontrée, comme chacun sait, dans l'exercice de nos missions d'entraînement quotidiennement. Mais ce que je retiens particulièrement de mes prédécesseurs, c'est qu'en définitive, pour aborder la prise de décision, on peut l'appréhender sous forme de répertoire, de répétition d'actions. Donc on peut aborder cette prise de décision en ayant un répertoire d'actions répétitif. On peut aborder cette prise de décision en travaillant sur la communication non verbale, gestémique, la communication verbale dont il s'agissait. Moi, je vais vous présenter plutôt une autre approche sur la prise de décision qui consiste à envisager un répertoire de représentation du corps. Donc je travaille sur la représentation du corps, je travaille à partir d'analyses de dessins d'enfants particulièrement, mais je travaille aussi sur la représentation du corps dans son accomplissement, dans l'accomplissement de ses actions. Je parle bien évidemment du sportif, des sportifs que j'ai la chance de pouvoir côtoyer dans notre faculté. Je démarre vraiment par la présentation de ces questions qui nourrissent en tout cas cette réflexion. La pratique du jeu sportif a-t-elle un impact sur notre représentation du corps? La représentation du corps est-elle liée aux activités que nous pratiquons? Influence-t-elle nos perceptions, nos décisions? Certaines zones corporelles ont-elles davantage de sens pour les sportifs? Servent-elles de support de perception dans des contextes différents d'activité? Une fois repérées, ces zones du corps, des mécanismes d'optimisation des décisions peuvent-ils être développés?
Une question que je pose souvent à des étudiants, c'est vous prenez en charge un groupe, indépendamment de l'activité que vous allez avoir en responsabilité, prise en charge, sur quoi vous allez amener les jeunes pratiquants à focaliser leur attention? Sur quelle partie du corps pourriez-vous réellement, rapidement, les amener à focaliser leur attention de façon à faire apparaître des comportements, des conduites motrices, devrais-je dire plutôt, des conduites motrices tout à fait appropriées au contexte d'évolution de ces jeunes participants? Une question de fond, y a-t-il en définitive des représentations distinctes possibles? En praxéologie, et c'est avec une vive émotion que je présente ce travail devant Pierre Parlebas qui, et je ne pense pas me tromper, est bien le premier à avoir écrit sur l'existence d'un façonnage corporel. Un autre travail, donc ce sont des guides, ce que je suis en train de vous présenter, ce sont des guides, des repères. Je vais vous en présenter davantage après. Un autre travail, un article publié donc en 2007 de la part de Luc Collard, Alexandre Boeuf et Saïd Amaldi, indique des similitudes entre les gymnastes et les nageurs. Dans ce retour sur la présentation de quelques repères nécessaires pour mener à bien cette réflexion, je vous présente quelques éléments dont il s'agissait hier matin lors des interventions des professeurs Bouclabi et During. Alain Berthoz considère l'espace vécu comme l'ensemble des intentions, l'ensemble des émotions, des croyances aussi, des actions. C'est un point qui est important. Cet espace vécu correspond à l'ensemble des intentions. Ça, c'est important à retenir. Un autre point, l'idée que c'est bien la totalité de l'organisme qui interagit avec l'environnement, et non pas simplement un cerveau qui traite des informations et un corps qui perçoit indépendamment. Troisième point, il faut supprimer, et ça a été évoqué hier matin, il faut supprimer la dissociation entre la perception et l'action. À ce propos, une citation d'Alain Berthoz, « La perception est une action simulée, mais aussi une décision. » La perception est une action simulée, mais aussi une décision. Il écrit dans l'ouvrage cité hier, La décision. En synthèse, pour assurer la perception, les décisions, il faut, premier point, assurer l'unité du modèle postural. C'est quoi le modèle postural? C'est repérer, sentir les parties du corps entre elles, situer ses bras, situer l'ensemble de ses segments. Pour percevoir, pour décider, on a besoin de ça. Donc on a besoin réellement d'offrir un espace de travail, des répétitions dont il s'agissait ce matin, de manière à favoriser chez les sportifs le repérage des différentes parties du corps entre elles. Mais on a besoin aussi de situer le corps dans l'espace. C'est une problématique qui est fondamentale, particulièrement dans les activités de combat et dans l'ensemble des jeux et sports collectifs. Situer son corps dans l'espace. C'est le contrôle de la posture. Par la perception, c'est bien la perception qui contrôle la posture. C'est ce contrôle de la posture, par la perception, coordonné avec le contrôle du mouvement, qui permet les mécanismes d'anticipation et de simulation. Donc je rebondis quelque peu sur les propos précédents. Il est très important, selon ces auteurs, de favoriser des espaces de répétition permettant de conjuguer la régulation de la posture en même temps que l'on va assurer le contrôle du mouvement. Sans ça, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas simuler les actions. En clair, on ne peut pas nécessairement prendre des décisions aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Le façonnage des représentations résulterait donc d'un façonnage corporel. L'organisme se focaliserait sur les éléments essentiels d'interaction avec l'environnement physique et humain, c'est-à-dire le rapport à autrui, à l'espace, au temps, aux objets. Donc il y aurait deux causes qui permettraient d'identifier des structures de représentation distinctes. Première cause, la structure de la logique interne des activités et les modifications de l'organisme. Alors, parce que
Les experts perçoivent plus vite que les débutants parce que un façonnage corporel existe, parce que la perception se confond avec l'action et donc la décision, parce que les sensations ne signifient rien du tout si elles ne sont pas reliées au modèle postural. Alors, il devrait être possible d'identifier des structures corporelles qui permettent de favoriser les perceptions favorables aux prises de décision selon les spécialités. Vous l'aurez bien compris, il s'agit ici d'une présentation d'un travail présentant des hypothèses. Je vous en présente 3 principales. Il y a des zones corporelles, première hypothèse, il y a des zones corporelles de perception différentes selon les activités. Ces zones deviennent des zones d'interaction avec l'environnement physique et humain. Troisième hypothèse, elles permettent des anticipations motrices et optimisent les décisions. Alors je l'évoquais, je vais vous présenter des dessins, mais avant, pourquoi des dessins? Donc c'est un outil qui est très peu utilisé dans le cadre de ces réflexions, mais le dessin permet de montrer des particularités graphiques en rapport avec l'expression de la situation vécue. Il s'agit de pénétrer au cœur des représentations. Le dessin nous permet ça. Il permet également d'évaluer la traduction d'une perception de plus en plus affinée de la réalité sociale, affective et motrice. Donc le travail qui est ici présenté est un travail qui est orienté sur une population de jeunes pratiquants, entre 6 et 8 ans. L'enjeu étant de vérifier si jeunes, on a la possibilité de repérer des structures de représentation du corps distinctes selon les groupes d'appartenance. Alors il y a 5 groupes. Premier groupe, ce sont des nageurs. Le deuxième groupe, des gymnastes. Le troisième groupe, des danseurs, de la danse contemporaine. Quatrième groupe, des judokas. Cinquième groupe, des handballeurs. Alors le protocole est simple. Il s'agit à chaque fois, au sein des structures, il s'agit à chaque fois de leur demander de se dessiner, mais pas de se dessiner simplement dans leur propre activité. Donc à chaque enfant, on leur demande 5 dessins. Donc j'arrive, et là je leur dis, voilà, tu vas te dessiner, tu vas me réaliser un dessin. Donc ils se dessinent dans leur spécialité, mais je leur ai demandé de se dessiner aussi dans la spécialité des autres. Cette indication est fondamentale. On va voir sur les résultats. Une fois la collection de dessins recueillis, il s'agit de les traiter, de manière à pouvoir recueillir des données. Très rapidement, volontairement, peut-être si vous voulez après, je vous présenterai l'ensemble des critères, mais ça se présente de la façon suivante. Un outil a été conçu de cette façon, ça se présente comme un questionnaire avec énormément de critères qui permettent de recueillir l'ensemble des informations relatives à l'observation de chaque dessin. Donc, au fur et à mesure des clics, les données se succèdent, on peut transporter ensuite l'ensemble des données sur un logiciel d'analyse factorielle qui mélange l'ensemble des données, qui les trie et qui permet en fait de recueillir les résultats. Je ne vais pas, dans un souci d'optimisation du temps, je ne vais pas présenter l'analyse factorielle. À la limite, ce n'est pas véritablement ce qui attirerait mon attention si j'étais à votre place d'ailleurs pendant cette présentation. Par contre, je vais vous présenter ceci. Les pourcentages d'écart maximum. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est un outil qui nous permet en fait de repérer les tendances de représentation par sous-groupe. Donc on a la possibilité de recueillir toutes les informations qui permettent de déterminer des tendances de représentation du corps par sous-groupe. Je vais vous présenter les dessins. Ici, vous allez avoir les dessins représentatifs de chacun des groupes. Par contre, les résultats, les tendances que je vais vous présenter correspondent à l'ensemble des tendances en ayant retiré les dessins de leur propre spécialité. Donc là, nous allons avoir des tendances qui vont être présentées qui correspondent aux résultats obtenus
dans les dessins réalisés dans la spécialité des autres. Si je suis nageur, je vais me dessiner en natation, mais j'ai retiré les dessins donc, des nageurs se représentant en natation, et j'ai gardé les dessins des nageurs se représentant en gym, en danse, en judo, en handball. Alors je vous présente les dessins rapidement. Ici, vous avez donc un premier groupe. Ici, un suivant. Un troisième. Un quatrième. Et enfin le dernier. Vous pourrez constater qu'à chaque fois, on peut repérer, comme ceci, déjà des différences. Alors je vais vous les présenter, les différences, et là j'ai besoin de mon petit laser. Ici, en fait, il s'agit des danseurs. La particularité de ces danseurs, c'est de faire apparaître des éléments. Enfin, déjà, il y a beaucoup de couleurs. Ça, c'est un premier point important à signaler. Il n'hésite pas à ajouter des éléments complètement imaginés, créés, comme ici le soleil, portant des lunettes de soleil comme pour se protéger lui-même. On peut repérer un souci du détail. Je rappelle que ces enfants ont entre 6 et 8 ans. Généralement, des enfants entre 6 et 8 ans, au Brésil, en Algérie ou en France, on repère beaucoup moins de soucis du détail comme toutes les parties du visage ici présentées. On ne repère pas autant de soucis de détail à identifier les boutons, les nœuds. On n'a pas tout ceci. Donc il y a un souci esthétique qui peut attirer notre regard. Quand on s'interroge sur la partie du corps qui ressort le plus, et c'est de ça dont il s'agit réellement ici, en termes de présentation, statistiquement, on voit davantage les jambes ressortir et la tête. Donc ce qui caractérise cette population, c'est de faire davantage ressortir les jambes et la tête. Ici, on a une deuxième population, les gymnastes. Ces gymnastes présentent, je peux vous poser la même question, comme ça vous pouvez essayer de vous exercer en observant ces dessins. La question est simple, quelle est la partie du corps qui ressort le plus? Ici, la partie du corps qui ressort le plus, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à vous positionner. La particularité graphique de ces dessins, c'est de faire apparaître des personnages symétriques, proportionnés. Symétriques, proportionnés. Généralement, c'est vers l'âge de 9-10 ans, 10 ans particulièrement, que les proportions de la représentation du personnage humain apparaissent, ces proportions. On a des représentations en action plutôt, voire très appropriées selon les activités demandées. Donc on peut considérer, dans les tendances, soyons prudents, que ces populations ont bien moins de soucis, on va voir par rapport à d'autres, et particulièrement que les danseurs. Regardez, ici, on a tendance dans cette population à se représenter de manière complètement différente par rapport à l'activité demandée. Ici, beaucoup moins. Donc on retient surtout, en particularité graphique pour cette population, que les personnages sont symétriques, qu'il n'y a pas particulièrement proportionné, il n'y a pas particulièrement de partie du corps qui ressortent davantage. Les nageurs. Les nageurs sont les seuls, et ça je l'ai vérifié aussi à d'autres stades du développement, ce sont les seuls à ne pas hésiter à occulter une partie du corps représentée. C'est-à-dire qu'ils vont éliminer carrément une partie du corps. La partie du corps qui ressort le plus ici, sur l'ensemble des dessins, j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit de 147 enfants, donc une collection de dessins de 735 dessins. Information importante. Donc ici, la tendance de ce groupe, c'est de ne pas hésiter à éliminer une partie du corps, ce que l'on appelle une règle d'occlusion. Quand on analyse des dessins, cette règle d'occlusion apparaît chez eux, alors que ces règles d'occlusion se révèlent beaucoup plus tard, vers 10 ans. 10 ans. C'est-à-dire la période à laquelle on va essayer de représenter la réalité de ce que l'on perçoit. À cet âge-là, normalement, les tendances correspondent à des représentations de l'ensemble des parties du corps, de l'ensemble des parties d'un objet, qu'on appelle une réalité fonctionnelle. La partie du corps qui ressort le plus correspond aux bras, aux mains.
La locomotion interne, c'est-à-dire les moyens que le participant va utiliser pour se déplacer, sont des moyens issus du corps lui-même. Il n'y a pas d'instrument. En natation-course, on va essentiellement utiliser les bras, les mains. Curieusement, aussi jeune, on va avoir, même dans les autres activités, des particularités graphiques qui authentifient justement les bras et les mains, ressortant davantage par rapport au reste du corps. De la même manière pour les gymnastes. Demandez à un gymnaste de privilégier son attention sur une partie du corps. Ce serait le risque de chute. On doit maîtriser, tout faire en gymnastique pour éviter de perdre son équilibre. Peut-être, vous pouvez mettre cette hypothèse, peut-être qu'effectivement, là, il y a une relation de cause à effet, une relation donc façonnante, comme je le disais dans la première partie de mon intervention, une relation façonnante de la structure de logique interne de cette activité sur les représentations. Alors là, on aborde les deux derniers groupes qui m'ont subjugué. Subjugué parce que je ne m'attendais pas à avoir ces résultats. J'en parle. Je m'attendais à voir les bras et les mains partagés en commun sur l'ensemble des populations. N'en est rien du tout. Ici, chez les judokas, ce sont les pieds qui ressortent le plus. Et c'est bien le résultat statistique qui se démarque considérablement du reste. Les pieds. Comme pour vraiment témoigner d'un véritable point d'ancrage à ne surtout jamais quitter. Mais il y a une autre particularité graphique qui est beaucoup plus invisible, et c'est bien celle-ci. La tendance significative de cette population est de systématiquement réaliser, là en fait peut-être qu'à distance vous ne voyez pas bien, mais vous avez des tapis qui délimitent l'espace d'évolution. Et cet espace d'évolution entoure, encadre, détermine une zone comme pour signifier qu'il ne faut jamais transgresser une règle, c'est-à-dire sortir de l'ère de combat. Et un indicateur graphique ici correspond à la piscine. Vous avez là le mur au virage vu de face, vous avez le bassin vu de dessus, ici le plot de départ vu de derrière et le personnage présenté de face. C'est ce que l'on appelle une superposition de prise de vue, qui sur le plan graphique permettent de faire apparaître à un stade plus avancé, toujours une dizaine d'années, faire apparaître les futures lignes de perspective, de représentation, donc en perspective, les lignes de fuite. Les handballeurs, deuxième énigme pour moi. J'ai encore du travail d'ailleurs pour notamment expliquer ces caractéristiques que l'on retrouve aussi chez les collégiens. Cette caractéristique, c'est de faire apparaître des personnages obliques. Des personnages à l'oblique qui en plus peuvent faire apparaître des parties du corps avec des volumes différents. Les parties du corps qui ressortent davantage ici correspondent au tronc et aux jambes. Quelqu'un qui observe au premier abord l'ensemble de ces dessins pourrait dire « mais quelle médiocrité de précision par rapport au gymnaste ». Peut-être y a-t-il un véritable déficit de représentation du corps en action. Mais quand on s'y attarde davantage, on voit ici davantage d'éléments extérieurs, les moyens matériels pour authentifier le dispositif pédagogique, les autres partenaires ou adversaires figurant sur l'ensemble de ces présentations. Vous l'aurez compris, il y a ici en fait une tendance à faire apparaître davantage d'éléments extérieurs dans les représentations. Très rapidement, les résultats synthétisés permettent de distinguer deux grandes distinctions, donc, deux grandes parties. Les danseurs qui se distinguent des sportifs, les danseurs qui vont faire apparaître davantage de représentations émotionnelles. On en parlait hier, à l'issue de votre intervention, professeur Boutlabi. Les représentations, cette émotion transparaît. Les stéréotypes, les codes, les standards, ici, caractérisent davantage les représentations des sportifs. La deuxième particularité, c'est la distinction entre les représentations des spécialistes de sport psychomoteurs, les gymnastes et les nageurs, avec les spécialistes de sport sociomoteurs. D'un côté, on a des représentations beaucoup plus autocentrées, de l'autre, des représentations beaucoup plus exocentrées, faisant apparaître davantage d'éléments externes. Selon moi,
Il s'agit bien de comprendre cette distinction à partir de l'incertitude situationnelle qui expliquerait donc ces contrastes. J'ai bientôt fini. Nous décidons de bien distinguer deux aspects de la représentation du corps, l'aspect fonctionnel de cette représentation, conjugué à l'aspect émotionnel. Ne surtout jamais séparer. Les deux aspects permettent à l'observateur de mieux saisir la complexité qui résulte des interactions de l'organisme avec l'environnement. D'ailleurs, Damasio invite à ne surtout pas dissocier les émotions des représentations en action. Nous émettons donc l'hypothèse que la sollicitation répétée de certaines zones corporelles, durant l'activité sportive notamment, ou artistique, pourrait les transformer en zones d'interaction et de production de sens avec le monde. Ainsi, elle contribue à optimiser les prises de décision, dans le cadre d'une spécialité sportive, mais aussi à expliquer certains transferts d'apprentissage entre les situations motrices suffisamment proches. En conclusion, ce travail montrerait que les actions et les perceptions répétées façonneraient le schéma corporel au-delà de la simple exécution d'identification des parties du corps. Cela orienterait les prises de décision. Lorsque les logiques internes façonnent les représentations qui orientent nos prises de décision, les représentations, et c'est ce que nous rappelle Moscovici, sont des guides pour l'action. Ce travail donne des indicateurs. En tout cas, j'essaie de trouver certains indicateurs. Elle offre l'opportunité aux pédagogues, aux entraîneurs, de mieux comprendre la manière dont se construisent des représentations et dont s'opèrent par effet de vase communicant les prises de décision. En perspective, à la limite, le premier point, j'aurais pu l'éliminer, c'est pas ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Des travaux en termes de didactique, pédagogie, pourraient voir le jour à l'issue de ce travail, en tout cas permettrait d'approfondir plutôt cette réflexion, en préparation mentale également, et particulièrement sur les problématiques relatives à la programmation. Je vous remercie énormément pour la qualité de votre écoute.